La réforme du troisième cycle, le coup est parti et on a à cet égard, ou on aura à cet égard, comme vous pouvez le savoir déjà, un certain nombre d'obstacles à franchir. On devra éviter les glissades, on devra aussi éviter l'enlisement, l'ensablement. Et donc, je vous propose très brièvement 4 fois 4 points relatifs à cette réforme du troisième cycle des études médicales. Alors, d'abord 4 points cardinaux relatifs aux objectifs de cette réforme. Le premier objectif était bien évidemment d'ordre pédagogique, mieux répondre aux besoins de santé à travers la formation des professionnels médecins, mieux répondre aussi aux évolutions de la médecine, aux exigences de lisibilité et de qualité de la formation, en particulier de lisibilité, et précisément par rapport aux standards internationaux dans lesquels les formations professionnalisantes que nous connaissons sont depuis longtemps appuyées sur la notion de compétences professionnelles. Le deuxième objectif était un objectif de simplification par rapport à ce que nous connaissions, c'est-à-dire des diplômes d'études spécialisées, puis pour certaines spécialités, des diplômes d'études spécialisées complémentaires, DESC, conduits en partie en post-internat. Donc maintenant, le système est simple. Le diplôme DES, octroyé en fin de troisième cycle, atteste de l'acquisition des compétences d'un métier, pour l'essentiel, pour ce que nous connaissons en formation initiale, mais il est important de ne pas oublier que ces formations sont également accessibles en formation continue, par exemple pour envisager des réorientations professionnelles, voire un deuxième DES comme c'est prévu par la loi. Ce diplôme vaut qualification et permet l'exercice de la spécialité. Ça a évidemment un certain nombre de conséquences. La première est relative au post-internat, qui ne disparaît pas, mais qui n'est plus nécessaire à la qualification. On a parlé du lien entre formation initiale et formation continue, et à côté des DES, vous le savez, des formations complémentaires, options ou formations spécialisées transversales, qui vont, pour certains jeunes professionnels, permettre l'acquisition d'un champ de compétences additionnel à celui qui est défini par l'octroi du diplôme d'études spécialisées et qui permet donc, à l'intérieur de la spécialité, l'exercice d'une surspécialité. Le troisième objectif, c'est celui évidemment des pouvoirs publics, afin de mieux répondre aux besoins de santé, c'est la régulation démographique avec une filiarisation de l'ensemble des spécialités, au nombre de 44 maintenant, filiarisation également de ces options, et tout ceci est par spécialité, mais également par région et par subdivision. Et puis le quatrième objectif, et ce n'est pas le moindre, c'est d'assurer un suivi individualisé et rapproché de chaque étudiant avec un certain nombre d'innovations. Ce contrat de formation passé entre l'étudiant et les responsables universitaires de sa spécialité en fin de première année de formation, le suivi de cet étudiant à travers son portfolio qui va témoigner de l'acquisition de ses compétences et à travers son carnet de stage, avec des points d'évaluation obligatoires dans le parcours de formation de troisième cycle. Et puis enfin, voilà, ce que j'aurais peut-être dû mettre des guillemets à tutorat, parce que le tutorat renvoie en général à autre chose, mais ça indique quand même bien ce que c'est, un référent enseignant pour chaque étudiant permettant un accompagnement individuel de chacun des étudiants de troisième cycle. Je pense qu'il est inutile que je m'appesantisse sur ces diapositives que la majorité d'entre vous ont vu avec cette formation donc en 3 phases, la phase socle, la phase d'approfondissement, et puis cette phase de consolidation, disons pré-professionnelle, dans laquelle on va petit à petit accéder à l'autonomie dans sa spécialité, et qui va immédiatement précéder l'octroi du DES. Je vous rappelle que donc l'octroi du DES, ce sera donc la 3e étape nécessaire dans notre pays à l'exercice de la médecine, avec
un peu avant la soutenance de la thèse du doctorat d'exercice, et l'inscription au Conseil de l'Ordre des médecins avant l'entrée dans cette phase 3. Un petit focus sur la médecine générale qui reste pour le moment à 3 ans de formation, donc sans phase de consolidation. Et j'ai souhaité rappeler sur cette diapositive 2 points relatifs à la structuration de ce DES qui est assez nouvelle et qui menace d'impacter assez fortement nos habitudes, en particulier la première année qui prévoit un stage ambulatoire chez le praticien obligatoire pour l'ensemble des étudiants de ce DES et un stage en médecine d'urgence, donc une première année fort contrainte. Et puis, pour les 2 années de phase d'approfondissement, à nouveau, un stage en ambulatoire. Et il va de soi que, par rapport peut-être à d'autres spécialités, c'est pour la médecine générale que l'architecture de la formation est peut-être le plus modifiée par la réforme. Alors, deuxième focus, les plus peut-être de la réforme, là aussi 4 points. C'était un des objectifs, une plus grande lisibilité des formations. Il n'est que de lire les 273 pages de l'arrêté d'avril 2017, comportant donc les maquettes de formation, avec une description du parcours de formation de chaque spécialité, pour voir que voilà, les choses sont maintenant gravées dans le marbre. Je ne devrais pas dire gravées dans le marbre, puisque je vous dirai plus tard que tout ceci est évidemment sujet à évolution au fur et à mesure des besoins ou des remarques qui pourraient venir. Deuxième point, un cadre pédagogique solide pour chacune de ces formations, avec un parcours véritablement professionnalisant, une procédure d'agrément des lieux de stage sur lequel je souhaite insister, qui est renforcée, dont les critères sont précisés dans chacune des maquettes de formation, des points d'évaluation et de suivi des étudiants qui garantissent l'acquisition graduelle des compétences tout au long de la formation de 3e cycle, qui garantissent la qualité de la formation et l'adaptation de l'étudiant progressivement à son futur métier. 3e point, une vraie préparation à l'exercice de ces métiers, avec cette autonomisation progressive de l'étudiant, en particulier en fin de parcours, avec une supervision qui en aucun cas ne doit laisser penser à ces étudiants qui vont être livrés à eux-mêmes uniquement pour assurer une mission de soins que d'autres ne voudraient pas assurer. Et puis des options ou formations spécialisées transversales qui confèrent, on l'a dit pour certains, un champ de compétences additionnel à la spécialité. La liste en a été également publiée. Et puis bien évidemment, tout ceci est pour le moment porté par des textes nationaux, mais ces textes nationaux prévoient également les modalités de la déclinaison de tout ceci à l'échelon régional et à l'échelon de chacune des subdivisions, sans préjudice, je tiens à le dire, des accords qui auraient pu être passés autrefois dans les interrégions et qui font qu'au plan pédagogique, certains ont été habitués à travailler ensemble et bien évidemment, il faut qu'ils puissent continuer à le faire. À cet égard, bien évidemment, la plus grande liberté est autorisée, même si la gestion de nos étudiants de 3e cycle, elle sera maintenant assurée à l'échelon des régions et des subdivisions. À nouveau, 4 points pour la rentrée 2017, qui a donc déjà été entamée. Les maquettes de formation par rapport à ce qui était connu sont effectivement plus contraintes que par le passé, avec un parcours dans la spécialité qui est plus dense et plus précoce. Je vous rappelle que dans chacune des spécialités, il y a au moins un stage dans la spécialité dès cette première année de formation, des modalités pédagogiques et la mise en œuvre d'outils de formation qui sont en train de se mettre en place et qui constituent un véritable enjeu à la fois national, avec les plateformes de formation des différentes spécialités, mais également une déclinaison régionale dans laquelle les responsables universitaires, locaux, régionaux de chacune des spécialités ont évidemment un rôle majeur à jouer. Cette rentrée 2017 est l'occasion, bien évidemment, d'une très grande vigilance sur la transition entre, on va dire, l'ancien régime et puis la mise en place de la réforme. Car certes, il fallait assurer dès cette rentrée l'entrée de la génération 2017 dans les nouveaux DES, mais il fallait aussi, et les organisations
évidemment de jeunes y étaient particulièrement sensibilisés, à juste titre. Garantir le maintien de la qualité de formation des internes déjà engagés dans le cursus, qui pour cette année 2017 comporte donc les générations qui vont de la deuxième année d'internat à la dernière année de leur DES, sans parler bien évidemment des DESC, dont vous savez qu'ils ne s'éteindront qu'avec l'extinction, au moins en qualité d'étudiants, des derniers rentrés dans le système. Et donc on est dans une année 2017-2018 qui certainement rassemblait le maximum d'éléments de complexité. Troisième point important, une offre de formation, c'est-à-dire pour l'essentiel, là je veux parler des stages, à réguler et à ajuster. En tenant compte du fait que certes nous avons des textes qui sont nationaux, mais que leur déclinaison selon les régions et leurs subdivisions doit s'adapter à l'offre de formation de la région. Il y a donc lieu que dans chaque subdivision, dans chaque région, on se saisisse des choses et qu'on les décline au mieux. Et là, il ne faut pas demander à l'échelon national de tout régler, ni aux textes nationaux de tout régler. Deuxième point important, s'agissant des établissements de santé, pour l'essentiel, donc, les hôpitaux publics, la problématique de l'équilibre entre la part de formation qui est dévolue au CHU et la part de formation qui est dévolue à nos collègues des centres hospitaliers, éventuellement de quelques autres établissements, je pense aux ESPIC, en sachant bien évidemment quelle doit être la place de chacun. Chacun a sa place à y prendre et nous avons souhaité que soit rappelée régulièrement la nécessité du maintien des grands équilibres entre ce qui se passe au CHU et ce qui se passe dans d'autres établissements de santé. Sans oublier, mais ça c'est valable pour l'ensemble de la formation de troisième cycle, une offre de formation ambulatoire à développer. On sait qu'elle existe déjà depuis longtemps en médecine générale. On a commencé à faire des choses également pour quelques autres spécialités. Vous savez que c'est un vœu des jeunes et c'est probablement une opportunité pour le système de santé que par le développement de ces stages hors établissement de santé, on fasse mieux coller la formation à ce que sera l'exercice futur d'une majorité de nos jeunes professionnels à travers le développement de cette formation, j'ai mis des guillemets, donc ambulatoire, chacun voit à quoi je fais référence. Les agréments sont évidemment à cet égard un point absolument cardinal. Il ne s'agit bien évidemment pas de mettre nos étudiants n'importe où. Je vous rappelle que dans certaines maquettes, et les textes le permettent, sont prévus des stages mixtes en temps partagé, des stages hors subdivision ou hors région lorsque le potentiel de formation d'une subdivision ou d'une région ne permet pas de former certains spécialistes. Il y a quelques spécialités pour lesquelles l'offre est suffisamment hétérogène pour qu'on puisse y penser. Et d'autre part, la possibilité ouverte aux étudiants également d'avoir un temps de formation à l'étranger quand ils le souhaitent et quand ça paraît souhaitable à leur formation. Et puis quatrième point d'interrogation, la question du post-internat. Je mets des guillemets, il va devenir un poste DES, qui ne disparaît pas, mais dont effectivement on doit s'attacher à savoir à quoi il sert, comment on l'organise et à qui il se destine. Vous savez qu'il y a eu à cet égard un certain nombre d'interrogations relatives à ce qu'il allait advenir des postes d'assistants des hôpitaux ou des postes, encore plus, des postes de chef de clinique assistant des hôpitaux. 4 points d'attention donc particuliers. Le premier, c'est que la réforme ne se résume pas aux maquettes. Bon, c'est bien évidemment important d'en prendre connaissance, d'avoir bien en tête les textes qui ont quand même demandé presque 2 ans d'élaboration. La réforme, pour l'essentiel, elle sera ce que nous en ferons collectivement, l'ensemble des acteurs de la formation. Et à cet égard, je pense qu'il faut rappeler à chacun la responsabilité et la nécessité de l'engagement majeur de l'ensemble des acteurs de la formation et des professionnels. Ça va de soi, les coordonnateurs de spécialité et les commissions de coordination, mais il ne faut pas laisser les coordonnateurs tout seuls. Ils ont besoin évidemment de l'appui de l'ensemble des formateurs au sein de chaque spécialité. Tout ceci, bien évidemment, sous la responsabilité des directeurs du FR,
avec un lien étroit avec le CHU, dont vous connaissez la place dans le système, mais sans omettre la part que prennent à la formation les autres établissements de santé, et tout ça, bien évidemment, en lien avec les agences régionales de santé, dont vous savez qu'elles jouent évidemment un rôle majeur dans l'organisation administrative des choses et dans les liens qu'elles entretiennent avec les responsables de la formation de troisième cycle. Tout ceci, bien évidemment, en lien étroit avec les organisations représentatives des étudiants. C'est vraiment un point important. Les choses sont prévues dans les textes, mais encore une fois, ça n'est pas parce que c'est prévu dans les textes qu'immédiatement c'est automatique. Il faut vraiment à cet égard être proactif. Je rappelle le poids que doivent avoir les étudiants dans la conduite, par exemple, des procédures d'agrément, où le retour fait par les étudiants en formation est évidemment absolument déterminant pour ce que nous avons à juger, disons, de la qualité de formation de telle ou telle structure ou de telle ou telle équipe. Évidemment, appui et lien étroit avec les étudiants pour ce qui concerne l'évaluation de l'ensemble des choses, alors l'évaluation individuelle des étudiants, mais également l'évaluation de la réforme dans son ensemble. Et enfin, même si actuellement, et avec des textes dont vous savez qu'ils tardent à être mis à disposition par le journal officiel, pour des raisons matérielles sur lesquelles je n'insiste pas, leur parution, je dirais ça fait quelques semaines, elle est imminente. Voilà, j'espère qu'on va les voir arriver. Il y aura au total environ 350 pages, donc il y aura de quoi lire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces textes. Ces textes sont des arrêtés, ils sont donc révisables, et je pense qu'il faut bien garder en tête que dans un système dans lequel, bien évidemment, les besoins évoluent, la médecine évolue, etc., il faudra que ces textes puissent être adaptés, qu'on en adapte éventuellement les contenus, qu'on en adapte éventuellement les procédures, en particulier en fonction de ce qui sera apporté par l'évolution et le suivi des choses. Donc le changement, c'est maintenant. Je souhaite qu'à propos du troisième cycle, on puisse faire mentir ce cartoon. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la résistance au changement. Bon, je pense qu'il faut que nous soyons conscients des responsabilités que nous portons collectivement à cet égard. Je vous remercie de votre attention. Merci. Vous savez qu'on a un timing très serré ce matin. Donc je vais donner tout de suite la parole à Mathias Alberton qui va nous faire le point sur un sujet qui inquiétait beaucoup de gens, ce qui était la répartition des postes d'internes des non-modestes. La mise en œuvre. Bon, mais écoutez, bonjour à tous. Alors moi, rapidement, je ne vous ferai pas de publicité fonction ministérielle oblige, ni pour les macarons Clodon et Clodon, ni pour les 4x4 Schlemmer et Schlemmer, mais je vais m'essayer effectivement, comme Michel me l'a demandé, à faire un point de situation à date sur la rentrée de cette première promotion. Alors, c'est pas forcément évident comme exercice parce qu'on est le 17 novembre. Et donc, il est clair qu'il est encore un peu tôt, on est encore un peu dans un temps chaud qui ne nous permet pas de disposer nécessairement de toutes les informations et qui seront des informations utiles et intéressantes pour apprécier la mise en œuvre de la réforme. Néanmoins, ce point à date, il est important, et il est important comme toutes les séquences, et je vais y revenir, qui se sont succédées, séquences délicates et systématiquement scrutées, donc qui se sont succédés depuis des mois autour de la mise en œuvre de cette réforme qui est à la fois, comme Benoît Schlemmer l'a démontré, une réforme qui est à la fois moderne, ambitieuse et extrêmement exigeante pour l'ensemble des acteurs que vous et que nous constituons. Il est encore un peu tôt, mais ça ne nous empêche pas de tirer deux premiers enseignements qui demanderont donc à être progressivement enrichis et consolidés au cours des semaines et des mois qui viennent. Et le premier de ces enseignements, j'aurais tendance à dire, et peut-être sûrement le plus important, c'est que cette rentrée, elle a eu lieu dans des conditions satisfaisantes. Alors, ça peut apparaître comme une figure de style ou comme une pirouette, mais ça, pas vraiment, parce que, l'ampleur du travail et des missions qu'il nous a été demandé de conduire au cours de ces derniers mois m'amène à considérer que ce qui est aujourd'hui une évidence
ne l'était pas il y a encore quelques semaines. Et quand je parle de conditions satisfaisantes, j'ai tendance à penser que même si on ne dispose pas encore une fois de tous les enseignements, si les choses ne s'étaient pas bien passées, j'ai des raisons de penser que nous en aurions été régulièrement et fortement alertés. On a eu un petit coup de chauffe en Île-de-France à un moment donné, les choses se sont régulées et pour le reste, je crois qu'elles se sont bien passées ailleurs. Donc le temps passe vite et pourtant, donc, de ce fait, on a assez facilement tendance à oublier d'où l'on vient et l'ensemble du chemin qui a été parcouru. Donc là, je parlerai plus en termes de conduite de projet, de mobilisation d'acteurs qu'en termes de définition de la réforme, comme Benoît vient de le faire. Et le paradoxe, en fait, autour de cette réforme, c'est que ce qui a pu apparaître pendant longtemps, y compris alimentant le scepticisme de certains comme un serpent de mer, en se demandant, en se retirant un peu sur son lamentin, en regardant les choses se dérouler et en imaginant que la réforme ne verrait jamais le jour, en fait, le temps s'est considérablement accéléré au cours de cette dernière année pour nous conduire à la rentrée du 1er novembre dernier. Pour que cette réforme ait eu lieu et se soit mise en place, il a fallu, premièrement, il y a un an, au mois de novembre dernier, publier le décret qui a structuré l'ensemble des bases de la réforme du troisième cycle que Benoît vient de rappeler. Il a fallu ensuite, et ça n'a pas été l'exercice le plus simple, répartir les postes entre spécialités et donc faire de la place, et vous êtes un certain nombre à avoir entendu parler de certains sujets de régulation auxquels nous avons dû procéder, faire de la place aux nouveaux DES qui jusqu'à présent étaient issus des desks. Une quinzaine de nouveaux DES pour lesquels il a fallu ouvrir des postes pour cette rentrée-là, en même temps que nous avons dû réguler les attentes et les craintes respectives d'un certain nombre de spécialités proches, cousines, voisines, et qui avaient à la fois des attentes fortes en termes d'ouverture de postes et éventuellement même des craintes devant l'ouverture de postes dans leur spécialité cousine. Et ça a été un moment de régulation, j'allais dire, politique et sociale assez délicat. Et puis, tout cet exercice, on s'est aussi attaché à le faire en tentant de calibrer les choses pour répondre au mieux, non pas seulement aux attentes des spécialités, mais évidemment aux besoins du système de santé. Donc ça a été une deuxième étape importante qui, là aussi, tout à l'heure, Benoît Stemmer disait les choses ne sont pas gravées dans le marbre, mais nous a conduit à définir, à calibrer un certain nombre de premiers flux de formation issus de cette réforme. Il nous a fallu, troisièmement, affiner progressivement les postes à ouvrir, et on sait que ça aussi, ça a suscité pas mal d'inquiétudes et d'incompréhension, les postes à ouvrir à l'issue des ECN. Ça a été un facteur de complexité supplémentaire, car vous savez que depuis 3 ans, alors que traditionnellement, en conséquence de l'augmentation du numerus clausus, au début des années 2010, le nombre de postes ouverts aux ECN augmentait régulièrement, dans des proportions à peu près régulières, d'année en année. Et là, depuis 2015, en fait, nous avons connu des mouvements de variation extrêmement importants, puisque en 2015, il nous a fallu, après avoir ouvert 8200 postes en 2014, il nous en a fallu ouvrir plus de 8700 en 2015, pour n'en réouvrir que 8050 en 2016 et 8300 cette année. Et ces mouvements de variation démographique importants, évidemment, vous comprenez bien ces mouvements, ils ont eu des conséquences sur la répartition des postes entre spécialités et parfois aussi sur, on en est bien conscient, la difficulté de lisibilité et de compréhension de la part des acteurs de santé que vous êtes et de formation, avec, je le précise quand même, puisque ça fait partie des sujets d'incompréhension, pratiquement 300 postes d'ouverts et de pourvus en plus cette année qu'au mois de novembre 2016. Et donc, ça n'est pas parce qu'il a été affiché une hypothèse de 8800 postes au mois de décembre dernier, qu'il y a eu moins d'internes dans nos établissements, dans vos établissements qui se sont affectés cette année que l'an dernier. Au contraire, on est entre 250 et 300 internes de plus qui sont formés dans le système au 1er novembre 2017 par rapport au 31 octobre 2017. Donc ça, c'était un élément important. Il nous a fallu quatrièmement rédiger et concerter 2 arrêtés sur lesquels Benoît est revenu, qui sont extrêmement structurants, qui prévoient l'ensemble de la comitologie et des maquettes. Il nous a fallu 5e, au passage,
en quelques semaines, rédiger un nouveau projet de statut pour le futur exercice des étudiants de troisième cycle en phase de consolidation. Il nous a fallu, sixièmement, organiser avec vous la gestion de la phase transitoire des agréments, qui était un élément important, puisque Benoît Schlemmer y a insisté tout à l'heure. La problématique des nouveaux agréments qui collent à cette réforme est extrêmement importante, parce que c'est ça qui offrira une garantie de qualité à la formation reçue. Et il est clair que nous n'étions pas en situation de mettre en œuvre une procédure d'agrément standard avec suffisamment de recul et de temps nécessaires pour se faire cette année. Et donc, vous avez dû et nous avons dû organiser des processus transitoires pour gérer cette phase. Et enfin, et c'est le dernier élément, il nous a fallu développer le processus d'appropriation et d'accompagnement de l'ensemble des acteurs de la gestion de l'internat en région, auprès des ARS, auprès des conférences, donc auprès des conférences de doyens, des coordonnateurs, de l'ensemble de la communauté que vous représentez aujourd'hui, pour que les choses soient bien connues, comprises et appropriées. Tout cela constituait donc une gageure. Toutes les conditions étaient peut-être réunies pour que nous ne soyons pas au rendez-vous, et c'est pour ça que je reviens sur ma petite pirouette du début. Pourtant, grâce à la fois aux impulsions que nous avons reçues de la part de nos deux cabinets au cours de l'année 2016, grâce à la mobilisation de l'ensemble des partenaires que Benoît Schlemmer a rappelé tout à l'heure, effectivement, nous avons été au rendez-vous, et j'aurais tendance à dire avec ça n'a pas été sans conséquence, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'implications, énormément de travail, énormément de mobilisation, parfois un peu de tension aussi, mais j'aurais tendance à dire aujourd'hui que si c'était à refaire, je crois qu'il faudrait que nous le refaisions comme ça, parce que si nous avions loupé cette échéance-là, je ne sais si, et je ne sais même si la réforme je ne sais quand, pardon, et je ne sais même si la réforme du troisième cycle qui vous est présentée aujourd'hui aurait vu le jour. Et pour toutes ces raisons-là, vraiment, je veux remercier tous ceux qui ont été extrêmement impliqués dans sa mise en œuvre. Les enseignements sur un plan maintenant purement plus, on va dire, quantitatif de cette première promotion d'affectation. Je les aborderai sous deux angles. D'abord, sur la question de l'équilibre entre la répartition en phase socle des postes d'internes entre CHU et CH. On sait que c'était un sujet de préoccupation important que nous avions identifié dès le printemps, et préoccupations dont les conférences de présidents de CME et de directeurs de CH qui n'ont cessé de nous rappeler tout au long du printemps et de l'été, avec un risque réel qu'effectivement l'interprétation, enfin, l'application des maquettes, éventuellement son interprétation par un certain nombre d'acteurs universitaires, ne conduise à concentrer de manière excessive les stages de phase socle sur les CHU, ce qui n'était pas l'ambition de la réforme, et ce n'était pas comme ça que les maquettes avaient été constituées. Donc, nous avons, dès le printemps, sensibilisé les acteurs, notamment au niveau des ARS, suite à une piqûre de rappel qui a été faite par les deux conférences au mois de septembre. La ministre a demandé une mobilisation complémentaire aux ARS et un point de vigilance renouvelé pour la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, pour corriger d'éventuels écarts qui auraient pu être constatés. Et à la fin des fins, donc avec l'organisation d'une enquête auprès des ARS, les éléments que nous avons recueillis sont en train d'être consolidés, mais sur la base des données recueillies auprès des premières ARS qu'ils nous ont répondu, et je crois que c'est aussi corroboré par des échanges qu'on a pu avoir avec la conférence des présidents de CME, de CH, le risque qui avait été identifié ne s'est pas réalisé, puisque c'est seulement 1 à 2% de stages en CHU en plus pour la phase socle au 1er novembre 2017 par rapport au 1er novembre 2016. Donc, il y a un petit effet, mais sur la base, encore une fois, des premières données que nous avons analysées, qui est un effet, somme toute, extrêmement réduit. Il est évident que le point de vigilance qui s'est manifesté pour cette rentrée devra être renouvelé pour l'affectation du mois de mai et pour l'affectation du mois de novembre prochain. Mais en tout cas, le risque à ce stade ne s'est pas réalisé.
Pour ce qui concerne ensuite la répartition des postes et le choix des postes des internes dans les différentes spécialités. Les quelques enseignements que je peux partager avec vous, qui me paraît intéressant de partager avec vous, sont les suivants. D'abord, et on voit que ça n'est pas très surprenant, il demeure 4 spécialités qui demeurent vraiment les plus attractives et les plus choisies par les internes lorsqu'ils s'affectent. C'est la cardiologie, la radiologie, l'ophtalmo et l'anesthésie-réanimation, puisque 40% des postes parmi les 1000 premiers choisis sont pris par ces 4 spécialités, qui sont aussi des spécialités, notamment l'anesthésie-réa, mais oui, effectivement aussi, par exemple, la radiologie, avec des grosses cohortes. Donc ça n'est pas tout à fait surprenant. Deuxièmement, si on en vient au nouveau DES, les maladies infectieuses et tropicales se sont révélées comme une spécialité extrêmement attractive, malgré un nombre de postes qui n'est pas très important, puisqu'il y a 49 postes. C'est à la fois, pour 2 raisons, c'est à la fois le choix du major de la promotion, mais c'est aussi, la spécialité pour laquelle le rang médian est le plus important, puisque la moitié des postes proposés dans cette spécialité ont été pris au rang 402. Donc on voit que là, parmi les nouvelles spécialités, celle-ci s'est révélée particulièrement attractive. A contrario, des spécialités comme l'allergologie ou la médecine légale ont eu des difficultés à pourvoir l'ensemble de leurs postes, malgré le fait que le nombre de postes mis au choix était relativement peu important, puisqu'il y en avait 27 dans ces 2 spécialités, et il a fallu attendre le 6399e rang en allergo et le 7441e rang en médecine légale pour que l'ensemble des postes soit pourvu. Concernant la médecine d'urgence, l'ensemble des postes, puisque c'était aussi une interrogation, parce que vous savez que le nombre de postes à 450 qui a été mis au choix était un nombre évidemment important, l'ensemble des postes ont été pris avec un rang médian de choix à 5424. A contrario, parmi les nouvelles spécialités pour lesquelles un nombre important de postes ont été mis au choix, il y a la gériatrie. Et la gériatrie est apparue comme une spécialité pour laquelle le taux d'inadéquation, d'abord qui n'a pas rempli l'ensemble des postes proposés, qui était au nombre de 200, et seuls 170 ont été pourvus, donc avec un taux d'inadéquation de 15%, qui est un taux d'inadéquation relativement important, le deuxième plus élevé après la médecine du travail. Donc on avait une incertitude sur ce point-là, et effectivement, ça ne constitue d'ailleurs de toute façon, comme pour les autres critères de choix, qu'un premier indicateur qu'il conviendra de suivre un peu dans la durée de manière transversale, longitudinale à l'occasion des prochains choix, mais effectivement cela doit probablement être un sujet effectivement de réflexion et d'interrogation pour nous tous. Concernant par ailleurs la médecine générale, on pouvait avoir une interrogation sur le fait de savoir si le taux d'inadéquation serait dégradé du fait du passage à la filiarisation intégrale, puisque effectivement désormais, et c'est toute l'essence d'une partie de cette réforme, avec la filiarisation achevée, les médecins, les internes qui choisiront la médecine générale sont destinés de principe à exercer la médecine générale et à ne pas partir via un desk vers une autre spécialité. Et en fait, le taux d'inadéquation, malgré la filiarisation, est demeuré stable à 6%, c'est-à-dire qu'on n'a pas noté une baisse d'attractivité de la spécialité du fait de la filiarisation. Et enfin, les 2 derniers éléments que je pouvais partager avec vous, c'est le fait que pour la première fois depuis 2013, la biologie médicale affiche un taux d'adéquation à 100%, c'est-à-dire que tous les postes qui ont été proposés ont été pourvus cette année. Et en conséquence de l'inadéquation relativement importante constatée sur la gériatrie, ça a agi de manière favorable sur l'inadéquation qui s'est améliorée concernant la santé publique et la médecine du travail, puisque là où il y avait 16% d'inadéquation en santé publique et 54% d'inadéquation en médecine du travail l'année dernière, le taux est passé de 16 à 6% pour la santé publique et de 54 à 34% pour la médecine du travail. Donc ça a été, ces 2 spécialités ont vu leur nombre de postes retenus un peu augmenter.
Donc voilà pour ce qui concerne les premiers enseignements de cette première campagne de répartition entre 44 spécialités filiarisées. Maintenant, nous avons fait collectivement le boulot, nous l'avons fait jusqu'à présent, il nous faut continuer puisque nous sommes loin d'avoir atteint le terme de la réforme. Les vigilances que nous avons manifestées au cours de l'année passée, il va nous falloir les maintenir en éveil dans l'année et probablement dans les 2 ou 3 prochaines années. Nous allons avoir pour ça un certain nombre d'outils qui vont nous aider à accompagner ce travail, à la fois l'analyse du rapport IGAS-IGA-ENR qui va venir compléter les analyses de maquettes et qui va peut-être nous amener éventuellement à procéder à un certain nombre d'ajustements comme Benoît Schlemmer l'évoquait tout à l'heure, le dispositif de suivi et d'évaluation qui est essentiel à l'accompagnement de la réforme qui va se mettre en place, la consolidation des procédures d'agrément pour permettre là de manière standard de procéder aux agréments des terrains de stage phase socle et phase d'approfondissement, puisque la première promotion rentrera en phase d'approfondissement à partir du mois de novembre 2017. Nous allons aussi avoir à approfondir, probablement en lien avec l'ONDPS, un certain nombre d'analyses démographiques pour peut-être mieux cibler les besoins du système de santé dans un certain nombre de spécialités. Donc vous voyez qu'il y a eu à la fois un gros boulot de fait au cours de ces derniers mois, une énorme mobilisation, que pour l'instant, le point de passage, nous pouvons considérer qu'il a été atteint dans des conditions, somme toute, très satisfaisantes, mais qu'il reste encore beaucoup de boulot sur la planche, à la fois pour vous et pour nous. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc, nous allons introduire le débat et nous allons appeler nos invités. Alors, tout d'abord, le président de l'ANEMF, Yanis Merad, s'il veut bien nous rejoindre. Olivier Lepentier, le président de l'ISNI, s'il veut bien nous rejoindre aussi. Alors, nous, on ne vous voit pas avec la lumière dans les yeux. D'accord. Ok. Je le représente, je suis Jérémy Decao, le secrétaire général de l'ISNI. Voilà. Maxence Piton, donc de l'ISNAR-IMG, on a vu la présence avec le tweet. Laurent Giraldo, l'INCCA, qui se cachait au fond. Et puis, je vais inviter mon ami Luc Mouton, qui a l'habitude de jongler avec les différents collèges, et il sait pourquoi je dis ça. Bien. Ensuite, le professeur Dubois-Rondé. Madame Drexler, qui représente la commission médicale et directeur généraux de CHU, François-René Pruvot pour la conférence des présidents de CME, Thierry Godot pour la conférence des présidents de centres hospitaliers et le directeur général de l'ARS Grand Est, il est présent ou représenté, c'est ça madame? Bien. Alors, un point important, vous êtes nombreux, on a un gros cadre horaire quand même en fin de matinée, donc si on pouvait avoir des interventions courtes d'environ 3 minutes. Et la deuxième proposition que je fais et que je soumets à mes collègues, je pense qu'on pourrait commencer par les plus jeunes d'entre nous. Ça me semblerait très bien, et peut-être d'ailleurs dans l'ordre hiérarchique, en commençant par l'AMNEF, si vous en êtes d'accord. Alors, pour l'ANEMF, donc les étudiants en médecine de premier et deuxième cycle, alors c'est une réforme dont en effet nous saluons la mise en œuvre, qui en effet c'est quand même en pratique bien déroulé malgré quelques petits points d'accrochage. Je pense qu'on peut quand même s'accorder sur le fait que dans l'ensemble un équilibre semble s'être dessiné et qu'il n'y a pas eu de catastrophe majeure. Alors on conserve quand même quelques points d'attention, autant du point de vue du respect des maquettes, comme l'a signalé le professeur Schlemmer, avec des maquettes de transition qui ont été mises en œuvre et dont il faudra être vigilant vis-à-vis de l'application. Également, voilà, jusqu'à il y a quelques jours, il y avait la question de l'accès aux enseignements, notamment via la plateforme numérique. Alors, cette plateforme numérique était quand même un élément majeur de la réforme du troisième cycle, puisqu'elle garantissait l'accès pour tous les étudiants à des ressources pédagogiques adaptées pour leur parcours de stage. Donc il est aussi important d'être vigilant vis-à-vis de ça. Et au final également,
on tient aussi à souligner notre vigilance toute particulière par rapport à l'encadrement des étudiants. Un grand nombre d'avancées pédagogiques ont été permises dans cette réforme, mais elles restent totalement dépendantes de comment les enseignants vont s'en saisir en pratique dans les centres hospitaliers et aussi en médecine de ville, chez les praticiens. La question qu'on se pose, c'est c'est une réforme, c'est des textes réglementaires. Aujourd'hui, c'est aussi un changement de mentalité dans l'accompagnement. On parle de tutorat, d'accompagnement pédagogique, d'un référent pédagogique pour chaque interne. Ce sont des mesures qu'il faudra appliquer de manière très, très rigoureuse. D'une part, parce qu'elles permettront à chaque interne d'avoir un véritable suivi de ses compétences et ainsi de se développer de manière adaptée pour son exercice futur, et d'autre part parce qu'elles sont le prérequis totalement nécessaire à une phase 3 en autonomie supervisée qui se déroule dans de bonnes conditions pour les internes. Merci. Lisni alors, hein, on fait dans l'ordre d'apparition. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la réforme? Donc, nous, on a été assez vocaux cette année concernant la mise en place de cette réforme et en particulier la mise en place un peu précipitée et rapide de celle-ci. On ne va pas en revenir dessus, on a déjà très, très largement parlé cette année. C'était essentiellement des questions pour les internes anciens cursus, pour bien sûr que leur formation ne soit pas mise en danger par l'arrivée de cette réforme. Et comme vous l'avez souligné, M. Schlemmer, c'est effectivement maintenant, donc la réforme a été abordée, on y va, et bien entendu, dans chaque ville, je ne pense pas qu'aucun syndicat d'interne n'ait bloqué toutes les commissions d'agrément ou d'organisation des choix de stage. Et donc voilà, donc on y va, on y est. C'était effectivement un point de passage que la mise en place de la phase socle cette année. Je pense que malgré tout que le plus dur sera la prochaine campagne d'agrément, puisqu'on va se heurter en novembre 2018, 3 listes de stages séparés entre les phases socles, les phases 2 d'approfondissement qui vont arriver et bien entendu les internes en cursus. Donc ça va être beaucoup de maux de tête à mon avis et un travail qu'il faudra débuter très très vite à mon avis dans chaque ville. Par ailleurs, je rejoins Yanis sur toute la place de l'enseignement numérique, la mise en place des outils et à la fois ça et pour être attentif aussi sur la charge de travail qui va incomber aux internes et rappeler aux chefs de service, aux établissements que ce n'est pas parce que maintenant les enseignements sont numériques qu'il ne faut pas oublier le temps de travail des internes, les demi-journées de formation qui doivent être prises, et il est hors de question que les internes travaillent d'arrache-pied pour faire les enseignements numériques entre 22h et minuit chaque soir. Bien entendu, ça ne pourrait être que très délétère pour leur santé mentale. Nous serons bien entendu très attentifs sur le travail sur les maquettes, et en particulier sur la possibilité de modification de celle-ci, et puis bien entendu sur la durée de certains DES. Et ça va s'articuler grandement avec le statut de l'étudiant en phase 3, dont on attend encore l'apparition du décret, mais qui va, dès que celui-ci sera paru, va permettre d'avancer sur cette problématique-là. Voilà. Très bien, on va continuer donc avec l'ISNAR IMG sur un autre versant. Alors du coup, nous à l'ISNAR IMG, on était quand même assez attachés à ce que cette réforme puisse être mise en place dès cette rentrée. Je ne vais pas revenir sur toutes les avancées pédagogiques qui ont été très bien décrites par le professeur Schlemmer, mais toutes ces avancées et toutes ces innovations pédagogiques étaient les raisons pour lesquelles on était attaché à ce que les internes puissent en bénéficier dès cette année. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a... la rentrée est encore toute récente, donc on n'a pas encore pu faire remonter vraiment toutes les difficultés du réseau. Nous, pour les internes de médecine générale, la principale difficulté à laquelle on s'est heurté pour pouvoir appliquer les maquettes correctement,
c'est le nombre de stages en praticien niveau 1. Donc, au sein de notre réseau, on n'a pas pu faire remonter toutes les subdivisions, mais pour les 13 ou 14 subdivisions qu'on a pu faire remonter, seules 4 d'entre elles pourront faire appliquer la phase socle telle qu'elle est prévue, c'est-à-dire le praticien niveau 1 et le stage d'urgence dès la première année. Toutes les autres, un bon nombre d'internes sera en maquette de transition, donc n'aura qu'un de ces 2 stages. Pour la plupart d'entre elles, c'est le prat niveau 1 qui pêche. Du coup, ce qu'on propose d'évaluer comme indicateur de suivi sur 3 axes. Le premier, c'est du coup cette applicabilité de la réforme. On propose d'évaluer tout simplement le taux d'interne qui aura effectivement effectué et réalisé et validé en fin de DES1 les 2 stages prévus dans la phase socle. Ça nous semble déjà un objectif assez important. Ensuite, pour évaluer la formation hors stage, on a parlé des référents pédagogiques, on a parlé du contrat de formation. Donc on propose d'évaluer le taux d'interne qui aura effectivement pu bénéficier d'un entretien individuel avec son référent pédagogique au minimum semestriel, qui nous semble être un bon moyen de s'assurer que ces référents à la fois soient mis en place et soient utilisés de manière correcte par les DUMG et par les étudiants. Et le dernier point, on l'a dit tout à l'heure, l'un des objectifs de la réforme était d'améliorer la qualité de formation et de faire en sorte que la formation initiale obligatoire soit suffisante pour permettre d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de notre futur métier. Et du coup, il y a quelque chose qui nous semble intéressant d'évaluer, c'est les inscriptions, enfin le nombre de DU et de DIU qui sont réalisés par les internes. Je prends l'exemple pour la médecine générale. Actuellement, on a énormément d'internes qui font des DU de gynécologie parce qu'ils considèrent que la formation initiale n'est pas suffisante pour eux dans ce domaine. Et du coup, permettre de pouvoir suivre un peu les inscriptions en DU et en DIU, si la formation initiale s'améliore et correspond mieux aux attentes des internes, naturellement ce taux diminuera, donc ça nous permettra indirectement d'évaluer l'amélioration de la qualité de la formation et l'adéquation avec les attentes des internes en termes de formation. Du coup, le reste, ça a été dit, on va effectivement pouvoir participer activement aux comités de suivi qui auront lieu et on sera vigilant aussi sur tous les points qui ont été dits précédemment. Merci de bien tenir l'heure, on vous en remercie. On va donner la parole, on monte un peu, les plus grands, aux représentants des chefs de clinique. Donc l'INSCA représente les chefs et les assistants, c'est-à-dire à la fois encore des personnes en formation, mais également des hospitalo-universitaires temporaires. Et donc les 3 points que l'on a pu souligner avec la mise en place de cette réforme grâce aux assistants de spécialité des chefs de clinique de chaque spécialité, c'est premièrement la durée de la formation. On sait qu'il y a tout un travail qui est fait dessus, mais il y a 3 spécialités qui, le répètent, trouvent que la formation sera trop courte dans la durée de la maquette actuelle. La gastro, la cardio et la néphro. On sait que ça va être évalué, mais c'est important de le ressouligner aujourd'hui. Le deuxième point qui concerne vraiment spécifiquement les chefs de clinique, c'est la phase 3, où il y a toujours eu cette difficulté à comprendre une autonomie supervisée et une responsabilité. C'est un point qui est vraiment que l'on a essayé beaucoup d'illustrer, en particulier via les chirurgiens en formation et le Conseil national des jeunes chirurgiens, puisqu'on a là vraiment l'impression que c'est lorsqu'on est en responsabilité que la formation, entre guillemets, est la meilleure. Et ceci est le point d'achoppement qui vient avec la suite, qui n'est pas la réforme du 3e cycle, mais le post-DES, qui doit bien se coordonner avec cette phase 3 pour avoir des futurs praticiens qui soient formés, compétents et en responsabilité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir tenu votre temps-parole. On va passer la parole au professeur Luc Mouton et je suggère que les suivants tiennent peut-être compte, notamment François-René et Luc, de ce qui a été souligné par nos plus jeunes. Oui, bien entendu, merci. Donc, peut-être dire que la coordination nationale des collèges d'enseignants a maintenant à peu près 2 ans et demi, qu'elle est née
voilà, d'initiative de quelques présidents de collège, que nous sommes sous l'égide de la conférence des présidents de CNU, Olivier Clarisse, et de la conférence des doyens de médecine. Et je tenais à remercier Olivier Clarisse et Jean-Luc Dubois-Randé pour leur aide et leur soutien. Cette coordination a beaucoup participé à la mise en place de cette réforme et a pris l'initiative avec la conférence des doyens et avec le soutien de l'UNES d'aller aider à chercher les fonds pour mettre en place l'outil numérique nécessaire après avoir rédigé les maquettes et essayé d'aider autant que possible Benoît Schlemmer dans sa tâche qui était importante. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, notamment des éléments soulignés par Yanis Merad. Cette réforme implique un changement de pratique, de modalité d'enseignement et en fait un effort important de la part des enseignants. Et l'ensemble des collèges et des enseignants dans les collèges ont fait des efforts importants et il y a actuellement sur cette plateforme numérique qui est partagée entre 60 collèges qui va accueillir les enseignements de 44 DES. Eh bien, cette plateforme numérique héberge déjà aujourd'hui pour la phase SOC 1350 diaporamas sonorisés. Pour certains, il y a déjà des QRM, des questions à réponse multiples interactives. Et certaines facultés ont déjà accès à tout ce matériel spécialité par spécialité. Et on est dans une démarche avec l'UNES, avec Olivier Palombi, pour arriver, avec l'accord des collèges, à ce que finalement l'ensemble des matériaux pédagogiques soient accessibles à l'ensemble des internes si l'ensemble des présidents de collège sont d'accord. Donc nous sommes tout à fait conscients du fait que l'outil numérique ne dispense en rien d'un enseignement au lit du malade, d'un enseignement présentiel en relais du numérique. Donc nous allons essayer autant que possible de favoriser cela. Et puis la CNCEM, je ne vais pas prendre trop la parole, mais se restructure. On a maintenant 11 groupes de travail avec de nouvelles personnes qui arrivent, très motivées. Et on va pouvoir faire un effort important, notamment sur les référentiels du 2e cycle, les référentiels du 3e cycle, pour venir soutenir cette démarche et faciliter la lisibilité du programme d'enseignement, éviter les doublons, favoriser l'apprentissage de nos étudiants en 2e et en 3e cycle. Voilà. Merci, je crois qu'on va enchaîner directement avec la conférence des doyens. Merci. Moi, je voulais simplement replacer ça dans le contexte peut-être du séminaire d'aujourd'hui. Enfin, on voit qu'on a parlé beaucoup de territoire, d'interaction ville-hôpital, CHU, CH et également monde libéral ou équivalent. Je crois que la réforme du 3e cycle est un levier là-dessus, puisqu'on doit aussi former majoritairement des praticiens qui vont s'installer en ville et qui doivent être heureux de s'installer en ville, et non pas seulement d'être hospitalo-centrés. Et je crois que c'est un élément important de tout le schéma global de la formation. Et lorsqu'on abordera un petit peu le territoire, le CHU et un petit peu l'écosystème de formation qui va avec, je crois qu'on a là un exemple de réussite qui nécessite d'être un petit peu accompagné par le suivi, mais c'est en cours. Et dans ce suivi, qu'il y ait effectivement l'interaction avec le monde libéral pour placer à terme des étudiants au niveau de la population. Et je dirais que ça rejoint également toute notre problématique globale d'approche des étudiants pendant tout leur cursus universitaire. C'est cette liaison entre leur formation, non seulement dans une démarche de compétences, mais également une approche des modes d'exercice, et de connaître ces modes d'exercice, et tout particulièrement le fait qu'ils puissent majoritairement être bien dans un système en dehors de l'hôpital. Et c'est pour nous, un hôpital universitaire, pour le CHU, pour nos responsabilités, une équation qu'on doit mesurer. Il faut intégrer tout cela, que le CHU, par ses disciplines, ses spécialités, porte la modernité et la formation, qu'on connaisse les rôles des uns et des autres, HU, H, on a parlé d'équipe, c'est vrai également pour chef de clinique assistant. Je pense que tout cela doit être remis un petit peu en perspective dans l'ensemble du panel de formation offert aux étudiants avec l'approche connaissances et compétences. Et là-dessus, on a déjà échangé beaucoup.
et que ces éléments-là puissent aujourd'hui s'inscrire justement dans tout ce qu'on a vu dans nos discussions et sur des groupes de travail. Je pense que ces éléments-là sont importants et c'est pour ça que je pense que dans les groupes de travail, à un moment donné, les interactions avec les étudiants seront fondamentales. Madame, pour la direction médicale des CHU. Oui, alors moi je vais sortir du tout pédagogique, puisque il y a quand même 2 impacts majeurs de la réforme qui ont été un petit peu oubliés lors de la conception même de la réforme du 3e cycle, à savoir les impacts organisationnels et les impacts budgétaires. D'un point de vue organisationnel, la réforme elle n'est pas neutre, puisque pour un service, le fait de passer d'internes de fin de cursus à des internes de nouveaux cursus, ça a un impact en termes d'organisation. Et puis il y a également l'impact direct pour les centres hospitaliers, puisque par exemple sur les internes de médecine générale, lorsqu'on parlait de la maquette que nous a rappelé le professeur Schlemmer tout à l'heure, par exemple en novembre 2016, 53% des internes de médecine générale étaient en centre hospitalier. Donc la préoccupation des centres hospitaliers concernant les affectations en médecine générale est réelle. Nous, au niveau de la commission des affaires médicales de la conférence des directeurs généraux de CHU, on a commencé à suivre certains indicateurs liés à la mise en place de la réforme. Ce sur quoi on s'est focalisé pour cette rentrée de novembre 2017, c'était les affectations des internes de premier semestre avec la répartition entre CHU et CH. Ce qu'il apparaît, c'est qu'en novembre 2016, on avait 31% des internes de premier semestre qui étaient affectés dans des CHU. En novembre 2017, au regard de l'application des nouvelles maquettes, c'est 39% des internes de premier semestre qui sont affectés en CHU. Donc ça, c'est un indicateur qu'on va continuer à suivre, d'autant plus que sur cette mise en place de la réforme sur novembre 2017, dans certaines régions, subdivisions, on avait réussi à avoir une adaptation des maquettes pour ne pas avoir une adaptation trop stricte, notamment de la maquette de médecine générale. Les autres indicateurs à développer, ça va être en fait le suivi phase par phase de la répartition de ces internes avant réforme et après la réforme pour voir quel est l'impact entre CH-CHU mais également hors CHU pour voir l'impact que prend les affectations dans les établissements hors CH-CHU, qu'ils soient libéraux privés ou chez le praticien. L'autre indicateur sur l'aspect organisationnel, ça va être toute l'articulation de la phase 3, de la phase d'approfondissement avec les statuts de post-DES, comme en a parlé l'INSCA, pour lesquels on n'a pas encore tous les éléments d'information nous permettant de suivre, mais en tout cas c'est un des aspects sur lesquels on sera particulièrement vigilant. Un petit mot quand même sur l'impact budgétaire, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais il est vraiment majeur. Nous, on a commencé à regarder d'un point de vue global le coût de la réforme et pour les CHU et pour les centres hospitaliers, vraiment le coût global. Alors, quelques limites, puisque le modèle de financement de la phase 3 n'est pas connu. Est-ce que les docteurs juniors en phase 3 seront cofinancés par les mairies comme les anciens internes le sont actuellement, même si l'établissement d'affectation finance l'interne en fin de cursus à hauteur de 82% de sa rémunération. Donc ça, pour l'instant, on ne le sait pas. C'est néanmoins peu probable qu'il y ait une rémunération complémentaire de ces internes qui sont censés être davantage en autonomie. Donc on voit mal comment ils seraient davantage financés. Au regard de l'évolution des effectifs liés à l'allongement de certains DES, au regard de la revalorisation prévue en termes de rémunération pour ces docteurs juniors pendant 1 an, voire pendant 2 ans, on arrive à une majoration des dépenses. Alors, cette majoration des dépenses, elle s'organisera sur plusieurs exercices, puisque la réforme sera entièrement déployée en 2022. Mais en tout cas, sur plusieurs exercices, la majoration des dépenses est quand même de 122 millions d'euros. Et si on revient sur le petit focus sur la médecine générale qui avait été fait auparavant, avec l'information que pour l'instant, on reste à 3 ans, mais si on basculait avec une 4e année pour la médecine générale, on arriverait avec 3099 actuellement internes de médecine générale avec une année complémentaire, on arriverait à une majoration des dépenses de 140 millions rien que pour une année supplémentaire
pour la médecine générale. Voilà. Merci Madame. François René. Merci. Donc vous comprendrez aisément pourquoi je ne vais pas faire de commentaires sur la réforme, mais plutôt sur son ingénierie d'applicabilité. Moi, j'avais pas beaucoup de doutes, j'avais confiance parce que la réforme était cohérente et elle avait des évidences. Avant même qu'elle soit en application cette année, déjà je voyais de tous les coins de la France les collègues parler des 3 phases de l'internat comme s'ils avaient été présents depuis 20 ans. Donc ça voulait dire qu'on avait gagné. Mathias Albernot vient de m'envoyer un petit texto en disant « on y est arrivé ». Ben oui, et je dois remercier, je savais qu'il y avait 2 personnes qui étaient tenaces, Benoît Schlemmer et Mathias Alberton, qui ont, comme il a bien décrit, assuré l'application cette année. J'ajoute que la réforme n'avait pas prévu 2 choses. 1, le temps de travail des internes, c'est un autre circuit qui est venu en parallèle, il a fallu s'y adapter, on l'avait anticipé, finalement ça ne s'est pas trop mal passé. Et puis deuxièmement, ce qui n'avait pas été bien anticipé, c'était le fait que les coordonnateurs, c'est ce qu'a dit Benoît Schlemmer, au travers de l'outil maquette, sont allés presque au-delà de la volonté de rapprocher les médecins en formation dès le début des formateurs professionnels, et donc le nombre de stages dans la discipline en CHU a été presque en excès, ce qui faisait courir le risque de la mise en route avec le nombre de phases socles, mais finalement entre 1 et au maximum 2% de postes supplémentaires, c'est pas très, très cher payé. Quelle est la vision des PCEME, si je m'autorise à parler de ce point de vue-là? C'est évidemment d'assurer, et avec Thierry Godot, cet équilibre futur dans les territoires entre le positionnement en CHU et le positionnement, bien sûr, dynamique, coordonné, dans les centres hospitaliers, éventuellement les autres formes les autres secteurs d'apprentissage. Mais ça doit rester une vision intelligente de pilotage des PCEME de CHU qui gèrent finalement la cohorte des internes quand ils sont dans leur CHU, mais un petit peu aussi, bien sûr, quand ils sont dans les territoires. Et puis deuxièmement, je ne veux pas revenir sur le dossier sensible de la 3e phase dont nous avions pensé qu'il était possible de le boucler en 2012, la phase d'autonomie supervisée, dont on voit aujourd'hui que c'est un point clé, non seulement de la réforme, de l'équilibre budgétaire des hôpitaux et de certains aspects réglementaires. Donc ça, je pense que c'est le dossier qui va être le plus brûlant pendant les 3 ou 4 années. On a à peu près 3 ou 4 ans encore de délai de la fin de l'applicabilité de cette réforme. J'ajoute pour terminer que ce qui reste pour moi un trou noir de la réforme, mais pour d'autres raisons que la réforme, et qui dépend également des acteurs de terrain, c'est la réforme concernant la médecine générale. Mais ceci rejoint d'autres préoccupations. Je dirais que, si j'étais provocateur, l'État français n'a toujours pas conçu correctement le futur positionnement des médecins généralistes dans le circuit de santé. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au docteur Thierry Godot, donc président des CME, puisqu'en fait, on a montré dans la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, que ça ne s'était pas si mal passé que ça et qu'on a répondu aux maquettes. Alors, oui, je dirais qu'on avait beaucoup alerté et ça s'est pas si mal passé que ça, je dirais de manière macro. Alors pourquoi on avait alerté? Parce que traditionnellement, dans les centres hospitaliers, nous avions beaucoup de premiers semestres. Et là, on se trouvait aussi à une phase transitoire qui était que, initialement, les premiers semestres, enfin les premières années même, ne pouvaient pas venir en CH. Et les anciens internes, ceux qui étaient déjà engagés dans le cursus, avaient déjà fait leur CH, couplé à la difficulté que la médecine générale ne faisait pas vraiment, en tout cas hors urgence, ne faisait plus de stage. Alors, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont porté notre voix, qui nous ont aidés. Il y en a à cette table, il y a Luc Mouton, Jean-Luc Dubois-Randé, Benoît Schlemmer, évidemment la ministre, la DGOS, et aussi Michel Clodon qui a relayé. Donc en effet, je dirais que d'une manière macro, et tu en as parlé aussi en Aquitaine et notamment Poitou-Charentes, ça s'est plutôt bien passé en termes de pourcentage. Après, il va falloir voir exactement
quelles répercussions? Parce qu'on voit quand même que les répartitions entre les spécialités ne sont pas tout à fait les mêmes. Et si la somme globale est à peu près identique, on a quand même des spécialités, notamment aux urgences où on a plus d'internes, et d'autres spécialités où on en a moins. Il y a des hôpitaux qui avant avaient des internes non plus, et donc il va falloir faire le bilan quand même des répercussions, parce que faut pas jouer à se mentir. On dit que les internes, ils doivent pas faire partie de l'organisation. Déjà, ils ne sont pas totalement financés puisqu'ils sont censés nous aider à produire de la T2A. Donc évidemment qu'ils font partie de la formation, de l'organisation des services. Et que s'il n'y a plus d'internes, les praticiens qui avant avaient évidemment des fonctions hospitalières sur l'unité de soins, mais aussi d'ambulatoire, risquent d'être moins en consultation, moins dans le développement d'ambulatoire, et ça risque de poser des problèmes d'accès aux soins. Donc il va falloir quand même bien faire le bilan de tout ça et des répercussions. Moi, si je cite mon établissement, j'ai autant d'internes que l'année dernière, mais par contre, je suis dans l'incapacité d'organiser maintenant une garde d'internes de cardiologie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Après, pourquoi aussi ça s'est peut-être pas si mal passé? Ça a été dit, on n'a pas trouvé encore tous les maîtres de stage ambulatoires de la médecine générale. Et ça, c'est un facteur qui a probablement aidé. Et que dans un second temps, cette situation risque de se dégrader sur la répartition des internes de médecine générale qui sont très présents dans les centres hospitaliers. Et c'est vrai que nous aussi, je dirais autant sur les autres spécialités, on est dans la phase transitoire et qu'on va réussir à se rééquilibrer. Autant sur la médecine générale, nous, on a aussi une petite déception sur la mise en place de la réforme. On a le sentiment que la médecine générale a une tendance à se replier un peu sur elle-même. Ça donne un peu ce sentiment. Et à un moment où il faut vraiment coordonner les acteurs, ben, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça redonne l'impression d'un recloisonnement. Et ça ne va pas dans le sens de l'évolution des parcours de santé. On sait très bien aussi que... les liens ville-hôpital, ils sont souvent très bons avec nos anciens internes quand ils sont installés parce qu'on se connaît et que ça facilite les liens. Donc il faudra être vigilant. Ça s'est pas trop mal passé en novembre, mais au mois de mai et en novembre 2018, il faudra être vigilant de la même manière et je pense qu'on va suivre tout ça. Alors là aussi sur ces stages, nous il y a un sujet que l'on porte, c'est le taux d'inadéquation à 107%. Voilà. Je trouve que ça, c'est pas une bonne chose. Il faut être rigoureux sur les projets pédagogiques, il faut être rigoureux sur les formations et ne pas se servir de ce 107% pour éventuellement régler des problèmes d'agrément qu'on n'arrive pas à régler. Et que ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'en plus, qui plus est dans cette pénurie d'internes, si le 107% fait que vous n'avez pas d'interne, enfin je veux dire, il faut qu'on ait une lisibilité, une transparence. Il faut vraiment mettre le paquet sur les projets pédagogiques. On vous aidera, nous, y compris dans les CH. Et ça, c'est un sujet très important. Et je dirais enfin que il y a la réforme de l'internat, il y a des vraies modifications pédagogiques avec des attendus qui sont différents selon qu'on est dans les différentes phases et qu'il va falloir, je pense, vraiment s'assurer à ce qu'il y ait un travail de coordination entre les coordonnateurs de DES et les praticiens responsables de stage pour vraiment organiser ça de manière correcte, pour que vraiment la formation, en tout cas dans nos CH, réponde aux attendus et qu'on arrive à comprendre qu'on n'attend plus la même chose d'un interne de premier semestre qu'un interne de deuxième d'approfondissement et d'autonomie supervisée. Moi, à titre personnel, justement, pour sensibiliser tout le monde, au mois de décembre, j'ai le président de CME de Poitiers et le doyen qui vont venir à ma CME pour qu'on échange là-dessus. Et je pense que ça, il faut inciter tout le monde, là aussi, à ce que les coordonnateurs réunissent ces maîtres de stage pour parler de ça. Voilà. Donc, oui, ça s'est pas trop mal passé par rapport à ce qu'on a craigné. Donc, je remercie tous les acteurs, mais grande vigilance quand même sur l'avenir. Merci Thierry, notamment d'avoir abordé le point des 107%, parce que c'est un point qui, à mon avis, se fait aussi au détriment des internes et qui a surtout fait un magnifique syllogisme français de transformer une commission d'adéquation en inadéquation. Je ne connaissais pas encore ce terme de français. Je vais passer la parole à Madame Muller, donc au nom de l'ARS. Merci. Alors, l'ARS appréhende la réforme par le prisme de l'offre de soins. En fait, l'ARS est comptable d'une réponse à un besoin en santé, en soins par rapport à la population. Donc pour nous, cette réforme qui repose sur une filarisation est une bonne chose, mais elle ne portera tous ses fruits, n'aura vraiment du sens que si on la met en perspective dans une gestion personnelle des emplois, des compétences, des métiers, parce que les médecins sont bien sûr en première ligne pour apporter la réponse aux besoins de la population. Donc pour nous, l'effort important, alors au-delà de ce qu'il convient de faire bien évidemment sur le plan pédagogique, budgétaire, je vous rejoins, organisationnel,
c'est d'avoir la capacité d'accompagner les internes à construire un projet professionnel, à acquérir les compétences nécessaires pour que le projet professionnel aboutisse. On a par exemple au niveau de la subdivision Lorraine mis en place le dispositif Passerelle qui est financé, c'est-à-dire un professionnel recruté par l'ordre qui permet aux internes de discuter projet professionnel, de voir quels sont les besoins et de construire éventuellement un parcours. Dispositif qui devrait être généralisé à toute la grande région, donc à toutes les subdivisions en début 2018. C'est vraiment là où nous, on attend que la réforme porte ses fruits. Un autre point de vigilance, et vous l'avez tous plus ou moins dit, c'est comment est-ce qu'on gère concrètement la situation. Déjà la période intermédiaire, qui est compliquée, qui, je crois, pour le Grand Est, n'est pas trop mal passée. Comment est-ce qu'on gère la mise en place de la réforme? Et certains l'ont dit, c'est la question des maîtres de stage libéraux pour la médecine générale, où c'est vrai, on a du mal à en trouver, on se met en relation avec l'URPS, mais si on veut que ça marche, il faut qu'on arrive à le faire. Peut-être promouvoir des stages mixtes, hôpital, cabinet libéral, pour ne pas couper l'interne de l'hôpital. Là, je vous rejoins en effet, il faut... toute la logique de l'offre de soins aujourd'hui, c'est de réfléchir décloisonner, de ne plus être dans nos structures. Je vais rebondir sur l'expression de la ministre hier que j'ai beaucoup aimée. Il faut partir des projets et non plus des structures. Si on veut répondre aux besoins de la population, c'est pareil. Il faut partir du besoin et non pas de la structure qui va y répondre, mais qui ne va y répondre que partiellement. Donc c'est dans cette logique qu'il convient pour nous de travailler, je pense, à moyen long terme, en étant vigilants à tous les écueils et en faisant que ça se passe le mieux possible pour qu'à l'arrivée, nous ayons des professionnels capables de répondre aux besoins de la population. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie particulièrement d'avoir tenu le temps. Il n'y a pas de place pour les questions, mais il y a place pour une conclusion synthétique par les deux secrétaires, c'est-à-dire Philippe Morla, aidé par le vice-président de l'ANEF. Philippe. Merci pour la facilité de l'emploi. Alors peut-être ça serait plus facile malgré tout si on avait la diapositive. Et puis avec Samuel, on va faire une présentation à deux voix. On n'a pas eu le temps de faire forcément une synthèse, je dirais, très ordonnée. Peut-être tu peux faire passer ça sur la... Oui, si vous voulez gagner vos places pour voir On les vous résume. Bon, on a essayé de mettre les grandes lignes qui ont été présentées comme potentiels indicateurs par les différentes personnes présentes à la table ronde sur deux colonnes. Voilà. Ça passe. Est-ce que c'est en... Voilà. Alors je sais, c'est peut-être un petit peu... C'est trop petit, vous arrivez à lire? Non, vous n'arrivez pas à lire. Il faudrait peut-être mieux mettre deux pages différentes, s'il te plaît. Ça va? Bon. Bon, je vais faire la première colonne, tu vas faire la deuxième si tu le veux bien, même si ce n'est pas forcément un partage correspondant à nos thématiques propres, mais peu importe. La plateforme numérique, elle a été évoquée par plusieurs d'entre vous. C'est d'une part pour les étudiants l'accès à la plateforme et d'autre part pour les enseignants, effectivement, l'adaptation à ce nouvel outil pédagogique. Le respect des maquettes pédagogiques a été, je dirais, énoncé par certains et sans doute beaucoup le pensaient sans l'avoir mis dans leurs priorités. Donc ça, c'est aussi quelque chose de partagé. Les référents pédagogiques, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau pour nous, hein, je veux dire aussi bien pour les internes que pour les encadrants. Donc c'est quelque chose qui a été mentionné et qui doit effectivement pouvoir être évalué assez facilement. Le respect des maquettes des internes ancien régime, c'est quelque chose qu'on pourrait rattacher au deuxième alinéa, c'est-à-dire respect des maquettes aussi bien des anciens que des nouveaux régimes. Et il va y avoir une mixité des deux pendant quelques années. L'histoire du temps de travail des internes, c'est à la fois savoir le respecter parce que c'est un droit statutaire, et deuxièmement, le prendre en considération pour le fonctionnement des hôpitaux, parce que ça a un impact effectivement organisationnel. Ensuite, le nombre d'internes qui ont effectivement réalisé les stages théoriquement nécessaires pour valider la phase socle telle que c'est dans leur maquette. On voit bien que sur le terrain, c'est parfois pas toujours possible et qu'il va falloir sans doute donner des autorisations pour le faire en phase intermédiaire chez certains. Le taux d'internes ayant effectué l'entretien semestriel avec leur référent, je pense que dans la synthèse finale qu'on fera, on le fera passer avec l'histoire du référent pédagogique, puisque c'est un petit peu la même chose. Et puis, ça a été souligné également par le représentant de l'ISNAR,
c'est le taux d'internes s'inscrivant dans des diplômes complémentaires, laissant supposer que peut-être la formation initiale du DES est pressentie par l'interne comme insuffisante pour un exercice professionnel. Et ça, je pense qu'on pourra le faire passer à terme dans l'histoire du projet professionnel qui a été évoqué par Madame Muller à la fin. Donc, on fait en direct. Je te passe, si tu veux, le... La deuxième colonne, du coup, des indicateurs un peu plus structurels et organisationnels, avec la mise en place et l'articulation entre la phase 3 et le post-DES qui a été évoqué par l'INSCA, la répartition des terrains de stage entre la ville, le CH et le CHU, où est-ce qu'iront les internes pour se former et puis aussi pour faire du soin, la répartition des terrains de stage par spécialité, de regarder un petit peu dans les maquettes quels sont les terrains de stage qu'il faut donner, le taux d'affectation des internes en premier semestre entre les CH et les CHU avec une diminution qui a été évoquée par Madame Drexler, l'impact du financement de l'allongement des DES sur les financements des établissements de santé, toujours par Madame Drexler, et après du point de vue de l'ARS, plutôt le taux d'interne qui a un projet professionnel et qui prépare du coup son poste DES directement pendant son internat. Et enfin, le nombre de maîtres de stage universitaires qui sont disponibles dans les subdivisions pour accueillir des internes dans le cadre des stages en ambulatoire. Donc voilà une synthèse un peu rapide qu'on peut encore améliorer. Hein. Et je me permets peut-être, uniquement pour être récompensé de notre petit travail là, qu'on a fait à la table, de poser une question sur l'organisation des soins futurs concernant la chirurgie. Je la pose à l'emporte-pièce comme ça parce qu'on est quand même des hospitaliers. On travaille dans les GHT forcément. On se rend compte qu'actuellement, il y avait quand même un certain nombre de chirurgiens généraux qui assuraient Il y avait un viscéral et un orthopédiste en gros qui assuraient les gardes. À l'avenir, les DES sont très très filiarisés. Il y a le vasculaire, il y a le digestif, il y a l'urologique, il y a le ci, il y a le là. Comment on imagine que puisse se faire la permanence des soins dans les milieux chirurgicaux, dans les petits hôpitaux, qui n'auront par définition plus de chirurgiens des différentes... ils ne pourront pas avoir l'ensemble du panel dans leur offre de soins. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui n'a pas été appréhendé, comme un certain nombre de choses, sur le retentissement des soins. Donc je ne sais pas si ça, c'est en particulier par les collègues chirurgiens, comment ils appréhendent la disparition de la chirurgie, entre guillemets, générale. Merci en tout cas beaucoup, Philippe, pour le travail que tu as fourni. C'est vrai que cette question pose aussi la question du maintien de certaines structures médicaux ou chirurgicales dans certains hôpitaux, mais c'est une question qui est plus vaste, plus globale, qui est de l'organisation du territoire, en fait. Et c'est un petit peu complexe. Je vais tout de suite passer la parole au professeur Dubois-Randé, donc notre président. Avec la lumière dans les yeux, je ne voyais pas où tu étais, pour nous parler de la réforme du second cycle et du travail en cours. Merci Pascal. En fait, je vais vous donner surtout des éléments de philosophie de cette réforme, plutôt de cette mission deuxième cycle, parce que je ne pense pas qu'on va tout réformer dans la mesure où beaucoup de choses ne sont pas du domaine du législatif et plus de la réorganisation et le fait de poser quelques principes qui paraissent des évidences dans la formation des étudiants en médecine. Dans les éléments qui ont conduit à cette mission, il y a essentiellement le point des examens, des épreuves classantes nationales et le fait qu'on a eu l'année dernière des difficultés inhérentes au principe qu'un certain nombre de questions se retrouvaient posées à des étudiants alors qu'elles avaient été posées dans d'autres endroits, dans d'autres facultés. Et ça souligne un élément technique, c'est-à-dire que cette approche d'examens classants nationaux ne peut pas faire fi qu'à un moment donné, la médecine, c'est la médecine et qu'on peut retrouver de toute manière des questions qui ressembleront à des questions. Et que là, il faut peut-être réfléchir à savoir comment on peut positionner différemment l'évaluation des connaissances dans le cadre des études médicales. Et puis, un élément aussi de réflexion qui est que ces épreuves classantes servent finalement à réguler sur le territoire les étudiants, qu'on peut se demander si le principe de les limiter à un examen de connaissances est vraiment le bon outil pour porter un candidat avec
avec aujourd'hui finalement une certaine forme de parcours, même s'il est assez accessoire pour le moment, à un poste. Et qu'on s'aperçoit que finalement les étudiants, après un concours de PACES, sautent dans un autre concours en se disant de toute façon mon avenir sera décidé par mon classement aux épreuves classantes, ce qui va les démobiliser sur un certain nombre de points, d'abord de parcours professionnel personnel, et puis une approche peut-être différente au niveau des stages, puisque le bachotage, dont se plaignent d'ailleurs les étudiants avec des problèmes derrière de stress ou d'angoisse, eh bien ce bachotage obère complètement l'intérêt des stages et même de la présence et du rôle de l'étudiant dans un service et finalement de sa reconnaissance. Alors tous ces éléments mis ensemble, auxquels on additionne qu'on ne met pas les étudiants dans une situation de mode d'exercice, c'est-à-dire que la médecine finalement de ville, ils ne la connaissent que par un stage obligatoire de médecine générale, mais on voit que plus ils s'éloignent de la première année, moins ils ont envie de faire de la médecine libérale puisqu'ils connaissent que le modèle de l'hôpital. Et ça, c'est aussi une question, lorsqu'on parle de besoins de santé, c'est les besoins de santé de la population, c'est pas que simplement former des hospitalo-universitaires ou des hospitaliers. Donc tous ces éléments mis ensemble aboutissent à quelques réflexions et à quelques pistes, et on en est encore au stade de large concertation, parce que c'est vraiment une réflexion qui est menée avec beaucoup d'acteurs qui s'expriment très largement, hein, et puis qui aujourd'hui positionnent peut-être des modèles. Il y a des modèles extrêmes de tout faire sauter, il y a des modèles intermédiaires, et puis probablement des trajectoires. On peut penser, effectivement, je me suis exprimé là-dessus, que dans un avenir, à un moment donné, et du fait de ce qui a été dit, du fait aussi du numérique qui permet de sécuriser des épreuves, on pourrait imaginer qu'on sorte de problèmes d'épreuves classantes et qu'on aille vers une banque nationale avec un certain nombre de questions finalement d'évaluation des connaissances. Donc ça, c'est une trajectoire. Et elle a été évoquée d'ailleurs plusieurs fois par différents d'entre nous, dont moi-même. Mais aujourd'hui, les étudiants ne sont pas prêts à faire ce saut quantique et plus sur une démarche intermédiaire de dire finalement, il faut mettre du contrôle continu et puis de donner un balayage final des connaissances. Mais ce n'est absolument pas la seule façon de voir les études. Il faut travailler sur les compétences et évaluer les compétences. Et puis, il faut donner également un autre trépied à la dimension de la formation. C'est le parcours professionnel, puisque de toute manière, les étudiants iront vers une filiérisation qui est celle du 3e cycle, et que, eh bien, il faut quand même qu'ils puissent l'approcher pendant leur parcours et pas seulement attendre passivement qu'un classement va déterminer leur spécialité, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc tout ça mis en place fait qu'on réfléchit sur un score connaissance dans lequel on aura du contrôle continu et probablement quelque chose qui aujourd'hui ressemble quand même peu ou prou, mais avec un balayage par les collèges de référentiels beaucoup trop lourds, d'aller vers vraiment des domaines clés de connaissances. Et puis introduire un score compétences, avec un portfolio, et le 3e cycle est un levier formidable pour le 2e cycle, mais également une évaluation en situation de l'étudiant dans lequel il y a la simulation des tas d'éléments aujourd'hui d'outils modernes d'approche des compétences, et puis l'approche parcours professionnel qui peut se traduire peut-être en termes numériques. Si on parle de numérique, à un moment donné, les étudiants sont très attachés à des éléments d'égalité, d'équité, par des modes de pondération sur un certain nombre de disciplines ou de champs disciplinaires. Donc on a un petit peu là, je pense qu'au-delà de tout ça, et finalement des aspects techniques, ça soulève, et je suis vraiment donné une large place à la parole des étudiants, la présence et la reconnaissance des étudiants dans leur parcours, dans leur vie hospitalière, avec des stages qu'ils souhaitent plutôt plein temps, avec des périodes où ils vont travailler plutôt les connaissances et les parcours individuels et des doubles parcours, mais vraiment d'être reconnus et d'avoir une place beaucoup plus identifiée dans un service. Et je pense que ça c'est tout à fait partagé avec nous. On souhaite que nos étudiants soient beaucoup plus dans une équipe et donc beaucoup plus présents à des staffs, un certain nombre de choses, avec des évaluations beaucoup plus précises, et donc une mobilisation, comme pour le 3e cycle, de tous les acteurs des équipes, qu'ils soient HU ou H, parce que les H également participent, et c'est une évidence, à la formation des étudiants,
pour que l'on puisse, au bout du compte, arriver à positionner en compétences et en montée de compétences des étudiants dans nos services. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu comme peut-être préalable de discussion. Merci Jean-Luc. J'appelle Quentin j'oublie toujours la deuxième partie de ton nom, excuse-moi, pour donner le point de vue des étudiants. Merci. Bonjour à tous. Oui, pour la deuxième partie de mon nom, je pense que ça vexerait ma mère qu'on l'oublie. Alors moi, je vais faire un focus sur la méthodologie de cette mission, puisqu'il a été fait comme choix par les ministères d'associer donc un étudiant à cette mission, aux côtés de Jean-Luc Dubois-Andé. Et je pense que c'est vraiment un élément clé de cette mission. C'est-à-dire que déjà la première décision de désigner Jean-Luc Dubois-Andé, qui a toujours démontré un véritable engagement au travail avec les étudiants, tous les étudiants. Et puis donc voilà, ça s'est concrétisé par ma nomination à ses côtés. Et du coup, ça me permet de souligner le deuxième élément fort du travail qu'on a mené jusqu'à présent, c'est le travail de l'ANEMF de concertation assez hors du commun avec tous les étudiants. Et ça permet de m'arrêter 2 secondes sur, je crois, la qualité du travail, des orientations qu'on prend, qui ne serait pas aussi porteuse si on n'avait pas réussi toute cette concertation auprès d'un certain nombre d'acteurs, et notamment ceux des étudiants. Parce qu'on s'est tout de suite aperçu, et moi-même j'ai donc été vice-président à l'ANEMF pendant 1 an, et je dois bien admettre que les premières orientations du rapport, au final, ont été faites a priori, et sans se rendre compte véritablement de quelle allait être la réaction des étudiants. Et donc c'est justement ce travail de concertation, c'est ce travail de confrontation et de travail en commun qui a permis, je pense, d'atteindre quelque chose de beaucoup plus précis. Et je pense que c'est un message que collectivement on peut tous entendre, de dire qu'il faut travailler tous ensemble, et après ça suit quand même tout de suite beaucoup mieux. Et je crois que la réforme du 3e cycle nous a enseigné beaucoup de choses, et qu'une éventuelle réforme du 2e cycle sera beaucoup plus porteuse si effectivement on arrive tous ensemble à avancer. Je crois que c'est primordial, parce que ce que les ECN 2017 auront véritablement souligné, c'est déjà tout ce qu'a souligné Jean-Luc, mais c'est aussi effectivement tout le mal-être emmagasiné tout au long du 2e cycle, et qui a fait que cette recomposition en 2017 a été particulièrement insupportable pour les étudiants. Et je m'arrêterai là en remerciant tous les acteurs de continuer à travailler avec nous.